Voilà, j'ai eu un petit problème de connexion, pardonnez-moi. Alors, donc je reprends. Nous sommes un conseiller de gestion en patrimoine indépendant. Nos services, donc c'est en premier lieu l'abonnement AMF privé. Donc on propose un conseil boursier assez suivi avec deux modes de profil, la gestion PEA. Donc là, on va plutôt conseiller sur des valeurs à moyen terme, ainsi que sur de fortes convictions. Hein. Donc c'est des valeurs qu'on va plutôt garder pendant 2-3 ans et on vise d'ailleurs un potentiel assez élevé hein, sur la valorisation des valeurs qu'on va conseiller. Nous sommes surtout un conseil en gestion de patrimoine via notamment des courtages en produits performants. Donc on essaye de sélectionner des produits notamment d'assurance vie, mais également pourquoi pas du PERP et d'autres encore produits pour essayer donc de répondre à toutes vos problématiques patrimoniales, qu'elles soient civiles, fiscales, en matière de défiscalisation. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser donc plus à l'abonnement. Hein, donc, on est un conseiller qui est disponible 24 heures sur 24, dans le sens où vous pouvez nous poser toutes vos questions d'argent et nous, on s'engage à répondre en 24 heures. Le service, il est donc composé de deux profils, comme je le disais, la gestion PEA et la gestion active. Alors aujourd'hui, on va se focaliser plus sur la gestion active, puisque on conseille notamment pas mal de turbos, ce qui permet, grâce à l'effet de levier, d'engranger des gains assez rapides. D'ailleurs, je vous incite à aller voir sur notre site le bilan des performances. Et puis dans le domaine du patrimoine, on propose également une allocation d'actifs qui est conseillée en fonction de votre profil. Donc on va vous conseiller par exemple certaines unités de compte ou vous dévoiler par exemple de belles opportunités à loger dans l'assurance vie ou ailleurs. Voilà donc pour la présentation de mon financier. On va pouvoir entrer maintenant dans le vif du sujet. Alors, premier point d'étape, incontournable quand on s'intéresse au Forex, c'est d'avoir une vision assez globale du monde économique, des forces économiques même qui nous entourent. Donc on va faire un bref tour d'horizon, donc on s'arrête logiquement en premier lieu sur la zone euro. Alors vous le savez, c'est un contexte qui est assez persistant, c'est-à-dire que il n'y a pas d'inflation, et là ça fait longtemps qu'on est dans ce cas-là. Depuis la crise des subprimes, hein, la croissance, la reprise économique est assez poussive en Europe. On a des niveaux de croissance qui restent assez faibles. Alors bien sûr, il n'y a plus de crainte sur les dettes souveraines. On est quand même un petit peu porté par la reprise économique mondiale. Néanmoins, on a quand même une croissance qui reste assez anémique. Alors 1,5% en 2015, c'est pas si mal, vous me direz, mais il faut savoir que les perspectives quand même économiques sont orientées à la baisse, et c'est également le cas pour l'inflation. L'inflation qui a été de 0% en France en 2015, hein, ça explique pourquoi le taux du livret A par exemple est à 0,75 et qu'il n'y a pas d'inflation nulle part ailleurs en Europe finalement. Et ça, vous le savez, l'inflation c'est un petit peu la bête noire des banques centrales, et notamment de la Banque centrale européenne, puisqu'elle a un objectif d'inflation de 2%. Donc avec une inflation à 0,1%, on est quand même très très loin du compte. Donc partant de là, pas d'inflation et une croissance qui est atone, les banques centrales ont pris le problème à bras-le-corps, si l'on peut dire, et ont mené des politiques monétaires dites ultra accommodantes. Alors ultra accommodantes, ça veut dire quoi finalement? C'est baisser les taux d'intérêt pour essayer de renforcer un petit peu l'inflation, et puis surtout d'inciter par exemple les entreprises ou même tous les acteurs économiques à s'endetter grâce à des taux bas pour essayer de financer un petit peu l'investissement. Et puis l'autre biais, à part les taux d'intérêt, c'est de faire marcher tout simplement la planche à billets. Donc c'est ce qu'a fait Mario Draghi l'année dernière, hein, et ça continue de se poursuivre. Donc la BCE qui rachète 65 milliards d'actifs par mois, donc principalement des obligations souveraines européennes. Donc ça c'est le contexte
en zone euro, ça fait maintenant 2 ans qu'on est dans ce contexte-là, que Mario Draghi essaye de rebooster un peu, de redynamiser cette zone qui reste quand même assez, un peu comme une vieille dame finalement. Aux États-Unis, en revanche, la reprise économique, elle est bien plus solide. Hein. On le voit mois après mois, on a des indicateurs économiques qui sont extrêmement positifs, notamment en termes de création d'emplois. On voit régulièrement le secteur américain qui va créer à peu près 200, voire même 250 000 emplois par mois. Donc on est dans un rythme de création d'emplois qui est quand même plutôt élevé. Puis également, on le voit également sur les autres indicateurs. Alors ça, c'était toute l'année 2015 finalement. Hein. En 2016, on sent que il y a un petit peu plus d'inquiétude autour de la croissance économique américaine, mais on y reviendra par la suite. Tout ça pour dire que finalement, la reprise, elle est au rendez-vous. On est autour donc des 2,5% de croissance. Et puis finalement, on se dit que la politique monétaire qui est menée par la Fed, n'est plus justifiée et que la Fed va devoir commencer à remonter ses taux. Alors ça, c'était vraiment le gros événement de l'année 2015. Ça a beaucoup accaparé les marchés et en même temps, on en a fait peut-être un peu trop puisque finalement, on l'a eu cette hausse des taux en toute fin d'année. C'est pas ça qui va changer la face du monde, hein, une hausse de 25 points de base. Néanmoins, du point de vue de la symbolique, ça montre quand même une inflexion dans la politique monétaire américaine et effectivement c'est une inflexion qui a des conséquences un petit peu aux quatre coins de la planète. On y reviendra par la suite. En Grande-Bretagne, on a voulu s'arrêter un petit peu sur ce pays en particulier qui fait figure un petit peu d'ovni au sein de l'Union européenne. Alors nous, on a décidé de jouer justement un mouvement sur le sterling, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Alors, en Grande-Bretagne, alors un petit peu la même chose qu'aux États-Unis, hein, c'est-à-dire une croissance économique assez époustouflante avec une hausse des salaires, des perspectives qui s'améliorent. En revanche, plus d'incertitudes politiques puisque l'an dernier, donc on a eu des élections en Grande-Bretagne. Donc, comme vous le savez, Cameron a été réélu et il s'est fait réélire sur une promesse de faire un référendum finalement sur éventuellement une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Alors depuis le feuilleton du Brexit revient régulièrement sur le devant de la scène. L'ironie du sort, on en parle beaucoup aujourd'hui avec le sommet européen. Alors finalement c'est un petit peu une partie de poker entre le Premier ministre David Cameron et l'Union européenne. Alors David Cameron qui s'est donc engagé à donner un référendum sur la sortie de la Grande-Bretagne. Donc ça devrait arriver assez prochainement. Au Japon, alors le Japon qui lui, comme dit souvent Marc Fiorentino, c'est un peu le laboratoire économique de l'économie mondiale puisque eux, la déflation, ils connaissent et ils connaissent très bien puisqu'ils essayent d'en sortir depuis maintenant 2 décennies. Alors Shinzo Abe, donc le Premier ministre japonais, a pris les rênes du pays en 2012 et il a mené une politique assez ambitieuse avec baptisée Abenomics avec ces 4 flèches qu'il a envoyées pour essayer de rebooster l'économie. Et parmi ces flèches, on avait une politique monétaire qui était ultra accommodante avec pareil, on fait fonctionner la planche à billets, on a des taux qui sont très bas et puis sur l'autre versant des Abenomics quand même pour essayer d'être assez complet, c'était plus des réformes structurelles. On a parlé notamment de la hausse de la TVA. Donc le Japon, lui, finalement, s'en est plutôt bien sorti en 2015.
Bon, le spectre de la déflation reste toujours assez présent dans l'univers des investisseurs, puisque j'ai été chercher les derniers chiffres de l'inflation. On est quand même sur des taux extrêmement bas. 0,19 par exemple pour le mois de décembre, 0,2 au mois de novembre. Donc on sent quand même que l'inflation n'a quand même pas décollé. Et puis un petit accident de parcours en fin d'année avec une contraction de la croissance. Donc s'il résiste à cette contraction, bien, le Japon risque de retomber en récession. Ce qui serait une mauvaise nouvelle finalement pour l'économie mondiale. Donc le Japon, hein, lui, est quand même un pays extrêmement réactif, notamment du côté de la Banque centrale. Donc on a une BOJ, hein, une banque centrale qui est parmi les plus réactives du monde. Donc elle a baissé ses taux il y a un mois à peine. Elle les a passés en territoire négatif, hein, pour essayer de décourager les investisseurs de placer leur liquidité et plutôt de les injecter dans l'économie réelle. Alors au final, ça a été un échec total puisqu'on a eu une chute de la bourse et une envolée du yen. Mais c'est pareil, on va revenir un peu plus en détail tout à l'heure. La dernière zone dont il faut absolument parler, hein, qui est extrêmement intéressante, ce sont les pays émergents. Alors pourquoi c'est intéressant de regarder ce qui se passe là-bas, parce que finalement ça cristallise un petit peu l'ensemble des risques qui planent sur l'économie mondiale. Alors on a bien sûr l'effondrement des matières premières et surtout du pétrole, hein, puisque cela ne vous a pas échappé, j'imagine, mais on a eu une chute assez vertigineuse du pétrole qui semble se stabiliser actuellement autour des 30 $, on va dire, mais on reste quand même sur des plus bas depuis 12 ans, et puis surtout une chute vertigineuse, puisque il y a encore un an, le pétrole de Brent, le baril de Brent se négociait autour des 100 $. Donc on a un petit peu dans chaque zone, hein, que ce soit en Amérique latine ou par exemple en Chine, où bien sûr il y a eu un krach boursier avec l'explosion, hein, de la bulle spéculative qui était également favorisée par la Banque centrale chinoise qui, elle aussi, a voulu développer un petit peu le crédit, notamment pour les particuliers. Donc au mois d'août, rappelez-vous, on a eu cet éclatement de la bulle et qui a été combiné d'ailleurs à un ralentissement économique assez, alors on a envie de dire assez violent, mais finalement il se retrouve avec une croissance de 6,5%, donc c'est pas si mal que ça. Et puis surtout, la Chine, elle est en train d'opérer une transition, en train de faire basculer en fait son modèle, hein, qui était orienté principalement sur les exportations vers la consommation. Donc on est dans une mutation qui non seulement est lente et puis aussi qui se fait pas sans douleur. Donc ça, c'est concernant la Chine, et puis concernant les autres pays dits émergents. Donc on a des problèmes d'inflation, on a des problèmes en termes d'assainissement, hein, des finances publiques, puisqu'avec la chute des revenus du pétrole, alors je pense au Venezuela, mais aussi au Nigeria, et puis beaucoup aussi à la Russie, hein, forcément quand on a un pétrole qui se casse la figure, on a des recettes qui s'effondrent également. Donc des situations qui deviennent assez compliquées pour les émergents, et puis ajouter à cela des monnaies qui ont été fortement attaquées en 2015, et puis ça concerne un petit peu toutes les monnaies émergentes, hein. On parle du réal brésilien, du peso argentin, de l'Afrique du Sud, de l'Argentine, le rouble également, hein, qui enfonce même régulièrement des plus bas historiques, hein, 80 roubles pour $1 récemment. Donc on a un petit peu tous ces risques, un alignement des planètes défavorables, si vous voulez, pour les pays émergents, et puis depuis peu une fuite aussi des capitaux. Et puis le coup de grâce a été la hausse du dollar, hein, qui est liée notamment justement avec justement ce renforcement de la politique de la Fed.
Donc voilà pour le contexte économique. Alors maintenant, on va pouvoir rentrer. Donc on a sélectionné 4 turbos qu'on a fait donc en cours de l'année 2015. Alors sur le premier turbo qu'on a pris donc en octobre, en fait, on a voulu jouer la tendance REM sur l'échange, hein, qui est donc la divergence des politiques monétaires entre la Fed et la BCE. Donc, on regarde un petit peu le contexte, on voit que l'euro-dollar est en forte baisse sur 18 mois. Cela, vous en avez peut-être parlé dans la presse. On parlait de la parité, hein, finalement, donc du retour de l'euro-dollar à la parité, alors qu'on était plutôt autour des 1,30 il n'y a pas si longtemps que ça. Alors pourquoi l'euro a énormément baissé? Plusieurs explications. On avait quand même le retour régulièrement sur le devant de la scène, par exemple de la Grèce, mais également tout ce qui a été autour de l'Ukraine et de l'instabilité géopolitique entre l'Ukraine, l'Union européenne et la Russie. Possible extension également du quantitative easing de la Banque centrale européenne, et puis surtout 2 réunions à venir de banques centrales, donc la BCE et celle de la Fed. Donc ici, on a pris le parti de jouer une double conviction, c'est-à-dire de jouer sur la hausse du dollar et à l'inverse la baisse de l'euro. Alors les arguments qui plaidaient pour une baisse de l'euro, donc la réunion de la BCE, comme je vous le disais. Donc les marchés ils sont très très attentifs bien aux signaux qui sont envoyés par la Banque centrale au moment de ces réunions mensuelles. Et finalement, on n'a pas été déçus puisque Mario Draghi a annoncé ce jour-là sa volonté et même sa capacité d'agir si nécessaire en utilisant tous les instruments disponibles. Alors, les marchés, quand ils entendent ce genre de phrase, ils pensent tout de suite que la BCE va sortir son bazooka, qu'elle va être encore plus accommodante et du coup augmenter la quantité de monnaie en circulation. Mais plus il y a de monnaie en circulation, et bien plus la valeur est censée baisser. Donc ça, c'est la théorie économique. Et dans les faits, finalement, souvent, ça se matérialise. Donc, ça, c'est concernant donc, la baisse de l'euro. Et puis, on a également, finalement, on pariait aussi sur une hausse du dollar, puisqu'on s'est dit que l'économie américaine, elle, à l'inverse, envoyait quand même des signaux très positifs. On a eu des rapports sur l'emploi vraiment très bons, même sur tout ce qui est activité manufacturière, confiance du consommateur. Tous ces indicateurs-là étaient plutôt au vert, donc on avait envie de parier sur ce mouvement. Et pourtant, lui, l'euro-dollar, il a progressivement remonté, alors qu'on parlait d'un retour à la parité, on a eu un rebond technique finalement de l'euro par rapport au dollar et on s'est retrouvé sur des niveaux assez intéressants, 1,13, 1,1350 même, donc on s'est dit qu'on avait un bon point d'entrée en fait, ne serait-ce que pour viser un retour finalement sur les niveaux qui prévalaient plutôt en septembre, donc plutôt autour des 1,10, voire même 1,09, puisqu'il faut savoir qu'il y a des supports qui fonctionnent assez bien quand on s'intéresse au Forex. 1,09 par exemple était un support assez intéressant à viser. Donc finalement, de passer de 1,13 à 1,09, on peut se dire que c'est pas grand chose, mais finalement ça représente quand même 400 pips et c'est assez élevé. Donc ça permet finalement d'engranger des gains assez rapidement et puis surtout en assez peu de temps. Et par exemple sur cette position, finalement, en l'espace de 2 jours seulement, on a réussi à gagner 30% sur ce turbo. Alors là, on n'était pas vraiment pour jouer une grande tendance macro, mais plutôt pour viser finalement un repli technique de l'euro-dollar, puisque 1,1350, on s'est dit que l'appréciation finalement était un peu trop élevée au vu des fondamentaux. Donc, quelques jours avant la réunion de la Banque centrale
puisqu'on avait vu les indicateurs, on savait que Mario Draghi allait parler, comme d'habitude, de perspectives orientées à la baisse et qu'il allait essayer de rassurer les marchés. Donc ça, c'est assez facile, entre guillemets, à deviner. Alors après, forcément, il y a toujours le côté prendre le marché à contre-pied ou pas, hein. C'est vraiment, est-ce que c'est dans les cours ou pas? Et là, en l'occurrence, eh ben, c'était pas dans les cours. Et finalement, le discours très accommodant de Mario Draghi a entraîné une chute quand même assez violente, hein, notamment sur la journée de la réunion. Et donc, nous, on n'a pas cherché, si vous voulez, à engranger des gains faramineux, hein, sur ce produit-là. Et donc, on a pris les 30% en 2 jours. Et puis, sans se dire finalement qu'il faut ne pas être trop gourmand, parce qu'il y a quand même pas mal de volatilité, même si il faut savoir quand même que le Forex, c'est le marché le plus liquide au monde, hein, pratiquement 4 trillions de dollars qui sont échangés par jour. Donc là, je vous assure que vous n'avez pas de risque de liquidité. Alors quand on voit le graphe, hein, sur les 6 mois, on a vu un 1,14 au plus haut et 1,06 au plus bas, donc 800 pips d'écart. Donc on reste quand même dans des fourchettes assez étroites. Ici, je vous mets le cours du turbo, du coup, qui nous a permis donc, eh bien, d'engranger donc en 2 jours 30%. Donc c'est plutôt, on était plutôt satisfait. Là, on n'était vraiment pas dans une optique à garder plusieurs mois. En revanche, en décembre, on est revenu rapidement sur la parité. Alors, il faut savoir d'ailleurs que le mouvement à la baisse sur l'euro-dollar s'est poursuivi, hein. Donc, nous, on a vendu aux alentours des 1,10 et finalement, eh bien, on est allé voir quand même beaucoup plus bas, autour des 1,05. Donc, on s'est remis à parler de la parité, justement, de l'euro-dollar. Et finalement, il y avait quand même la réunion de la Banque centrale américaine. Donc là, finalement, c'était la dernière réunion de la Fed. Et comme la Fed s'était engagée à relever ses taux avant la fin de l'année, on s'est dit qu'il y avait un mouvement à jouer. Mais finalement, à quelques jours de la réunion, plus rien n'était sûr. Donc c'était un petit peu l'incertitude, hein, par rapport à est-ce que la Fed va oui ou non relever ses taux. Donc c'était vraiment le gros événement, hein, que tout le monde attendait sur cette parité. Donc pareil, hein, les derniers rapports sur l'emploi étaient plutôt positif. Du coup, on se dit que finalement, Janet Yellen, la présidente de la Fed, n'a plus aucun prétexte, hein, pour ne pas relever ses taux et qu'elle, finalement, comme elle a préparé les marchés, qu'elle les prépare depuis 1 an quand même, à cette fameuse hausse des taux, on se dit que logiquement, eh bien, le dollar, lui, va être amené à revenir sur le devant de la scène. Donc là, finalement, on rejoue, hein, sur la divergence des politiques monétaires avec la BCE, elle, qui ouvre les vannes, hein, des liquidités pour essayer de redoper un petit peu l'économie. Et puis à l'inverse, la Banque centrale américaine qui, elle, est confrontée à une situation économique complètement différente et qui va à l'inverse donc relever ses taux. Et finalement, il y a bien eu donc cette fameuse hausse des taux directeurs. Donc on a eu 0,25% et puis surtout la Fed qui s'est engagée à entamer finalement un début de cycle, hein, donc à relever ses taux, pourquoi pas 4-5 fois en 2016. Excusez-moi pour le son. Donc finalement, on a été un petit peu déçus finalement, puisqu'il y a bien eu cette hausse des taux directeurs, mais pas de hausse du dollar. Donc
eh bien, finalement, on a gardé cette position en disant finalement, en comptant sur la BCE pour elle justement être au rendez-vous sur les marchés et annoncer justement encore un assouplissement quantitatif. Donc, pas d'impact au mois de décembre quand la Fed augmente ses taux. Et puis finalement, donc on a dû attendre le 21 janvier, donc la première conférence de presse de Mario Draghi de l'année. Et là, Mario, il a vraiment surpris un petit peu tout le monde en disant finalement, en dévoilant un tableau assez catastrophique de l'économie européenne, avec une inflation qui reste désespérément basse, mais surtout des perspectives qui sont encore plus basses que prévu et qui pourraient encore être vues à la baisse, une croissance qui reste quand même très poussive. Et donc, finalement, ce qui est assez rare chez Mario Draghi, il a parlé éventuellement, il a donné une date, en fait. Il a parlé de la réunion du 5 mars, donc c'est très prochainement, et que justement, au mois de mars, eh bien, on pourrait avoir une nouvelle annonce. Et donc, ça, c'était pas du tout anticipé par le marché. Et du coup, on a eu une baisse qui a été quand même assez vertigineuse et qui nous a permis d'engranger finalement, de sortir la position avec 25% de gains, si je me souviens bien. Et dans la journée, on a eu un euro-dollar qui s'est vraiment cassé la figure avec moins 1,5%. Donc quand on a une parité une paire de devises qui s'effondre comme ça dans des volumes aussi importants, là il faut pas trop chercher. C'est pas du tout une question de manipulation du marché. On est vraiment dans des forces économiques qui nous dépassent. Donc voilà, et sachant qu'on avait pris des barrières assez éloignées, ce qui nous permet finalement de pouvoir garder les positions assez longuement. Vous pouvez avoir un turbo euro-dollar que vous pouvez garder plusieurs mois. C'est notamment très utile quand il s'agit de se couvrir contre le risque de change. On va en parler un petit peu après. Un autre exemple qu'on a trouvé intéressant sur l'euro sterling, justement. Donc le contexte, l'euro sterling est en forte baisse sur 18 mois. Alors avec notamment une baisse de l'euro et puis surtout un sterling lui qui surfe sur la reprise économique en Grande-Bretagne. C'est pareil, les Anglais ont quand même eu une année 2015 assez époustouflante, 2,7% de croissance. C'est pratiquement la meilleure croissance des marchés développés, donc ça suscite forcément l'admiration. Et à côté de ça, on a une banque centrale, elle, qui reste très très accommodante. Mais nous, là-dessus, on a décidé finalement pas de s'intéresser aux fondamentaux, mais plutôt à la politique. Et c'est pour ça que je vous parlais de l'incertitude politique autour justement de la perspective d'un Brexit. Alors, pour être complètement honnête, cette prise de position, elle a été initiée par Marc Fiorentino il y a à peu près un an. En fait, sa conviction, elle était très simple, c'est que le Brexit allait créer de l'incertitude un petit peu tout au long de l'année et que c'était un sujet qu'il ne fallait pas prendre à la légère et qui risquait d'ailleurs d'inquiéter finalement les investisseurs économiques. Et donc sur un an, finalement, on a été pris un peu à contre-pied. Puisque le Brexit, si vous voulez, a été un peu mis de côté pour se focaliser sur la reprise en Grande-Bretagne. Et puis on a eu également le mouvement très baissier sur l'euro. Donc résultat, on se retrouve avec un turbo qui n'est pas passé loin de la correctionnelle. Mais on a quand même décidé de conserver notre plan de trading
Alors c'est très important d'avoir un plan de trading et de s'y tenir, hein, puisque alors c'est sûr que quand on a un produit qui est en perte de 89%, on a envie finalement de tout vendre, mais c'est peut-être pas la bonne solution, puisque dans le turbo, vous avez quand même une barrière désactivante. Alors, quand on a perdu 80%, finalement, le risque, c'est de se faire désactiver, mais il y a plus de chances quand même que le turbo revienne dans le bon sens. Et puis surtout, vous avez le temps, hein, à l'inverse des barrants. Le turbo, lui, la valeur temps importe assez peu, puisque le cours du sous-jacent, enfin, est toujours égal à la différence entre le strike ou la barrière désactivante. Alors, un turbo peut avoir une date d'échéance, mais souvent, on prend des turbos qui sont illimités. Donc, ça, c'était juste pour la différence sur la valeur temps entre le turbo et le varan. Hein. Si vous voulez jouer des tendances vraiment très longues, pourquoi pas sur un an, hein, c'est ce qu'on a décidé de faire avec l'euro sterling. C'est tout à fait possible avec les turbos. Donc Cameron, pour revenir donc sur l'aspect purement politique, Cameron, hein, qui veut obtenir des concessions, hein, pour convaincre les Britanniques. Donc c'est vraiment une partie de poker. Alors finalement, qu'est-ce que demandait Cameron? Il demandait à peu près quatre concessions, hein, donc la suppression du droit automatique, par exemple, aux prestations sociales, un surplus de pouvoir pour les parlements nationaux, moins de régulation, donc un petit peu, si vous voulez, favoriser le secteur financier, puis notamment la très puissante City. Donc c'est une partie de poker, hein, c'est des stratégies politiques, et finalement donc on en parle assez régulièrement, ça revient sur le devant de la scène, et notamment aujourd'hui, et finalement on est en train de voir que la menace justement de ce référendum et du Brexit, elle commence quand même à devenir assez possible, puisqu'on a entendu par exemple très récemment la City, hein, et puis d'autres économistes de renom, hein, qui se sont levés pour s'élever contre, si vous voulez, la menace d'un Brexit. On a eu par exemple HSBC qui a dit que si la Grande-Bretagne devait sortir de l'Union européenne, elle allait délocaliser son siège social pour le faire venir à Paris. Donc les marchés qui ont un peu pas pris au sérieux finalement cette perspective de Brexit, sont en train de s'y intéresser. Donc finalement, on a eu un décrochage de la livre sterling par rapport à l'euro, et finalement on a réussi un an plus tard à sortir notre position avec un gain de 11%. Alors c'est vrai que c'est pas un gain faramineux, mais je vous rappelle quand même qu'on n'est pas passé loin de la désactivation du turbo, et comme quoi finalement l'intérêt de cette position finalement, c'est de vous dire aussi de conserver votre plan de trading si vous avez une conviction qui est forte, même si vous êtes à l'envers. Alors bien sûr en prenant des risques, hein, qui restent maîtrisés, mais voilà l'intérêt de garder son plan de trading. Alors pour rappel, le nôtre, hein, c'était de parier sur un regain d'aversion au risque face à la perspective d'un Brexit. Donc là, on n'était pas du tout sur les fondamentaux ou sur les politiques monétaires, notamment donc celle de la BCE. Nous, on était convaincus que finalement les Britanniques sont sont victimes quelque part d'un désamour, hein, vis-à-vis de l'Union européenne, et ça finalement ça n'a pas changé. On voit toujours d'ailleurs qu'il y a toujours cette perspective, hein, d'un Brexit, et puis finalement on ne peut pas savoir lors du référendum quels seront les résultats. Donc voilà pour l'euro sterling, donc une position qui a duré un peu plus d'un an, et qui avait pour point de départ pas l'économie mais la politique justement.
Donc ici, les cours de l'euro USD, enfin l'euro sterling, pardonnez-moi. Et pour terminer, donc la dernière paire, comme ça on aura pu faire un petit peu le tour du monde, c'est le dollar yen. Alors moi j'apprécie particulièrement le yen. C'est le yen, si vous voulez, c'est la devise refuge par excellence, c'est-à-dire que quand on a un regain d'aversion au risque, eh bien on a finalement une monnaie japonaise qui s'envole et ça marche à tous les coups. D'ailleurs très récemment, hein, puisque ça vous a sûrement pas échappé avec les turbulences financières qui frappent les places financières mondiales, on a eu une envolée du yen assez impressionnante, hein. Donc le dollar yen qui est passé du niveau des 125 jusqu'à 111, mais on a eu beaucoup de bas, hein, par le passé. On a vu un dollar yen, hein, qui s'est effondré jusqu'à 90 yens, donc il restait quand même un potentiel à la baisse. Et puis finalement, donc une aversion au risque, hein, qui a vraiment qui a fait flamber le yen contre toutes les devises, hein, que ce soit contre l'euro, le dollar australien. Alors on a également une aversion au risque qui a fait flamber par exemple l'or. Alors l'or n'est pas une monnaie, mais vous pouvez être sûr que l'aversion au risque a énormément d'impact sur le marché d'échange et notamment sur la devise japonaise. Et la preuve, c'est que la Banque centrale du Japon, eh bien, elle a eu beau adopter des taux négatifs, hein, pour la première fois, pour essayer de dynamiser justement son économie, et bien le yen, lui, est resté au plus haut. Or, la Banque centrale du Japon, eh bien, elle a énormément elle s'intéresse énormément au niveau de sa monnaie, hein, puisque ça permet comment dire, de parier sur une hausse de la monnaie. Donc le yen qui reste très très haut. Donc là, on se dit finalement qu'il y a peut-être un mouvement à jouer, puisque la Boge, elle est vraiment, elle est capable d'annoncer dans la journée, enfin dans la nuit, des plans quand même assez ambitieux. C'est une des banques centrales les plus réactives du monde. Et puis surtout, c'est vrai qu'on a quand même une monnaie japonaise, eh bien, qui a énormément d'impact, hein, sur la croissance économique de l'archipel, et justement la croissance qui, elle, était en contraction au T4, donc beaucoup de pression de la part du gouvernement pour qu'elle intervienne en faisant baisser sa monnaie. Donc voilà, ça c'est le contexte, et nous finalement on a décidé, eh bien, de parier donc sur ce niveau-là. Donc on prend un turbo call sur le dollar yen. Donc ça c'est d'ailleurs, pour rappel, c'est les positions qui sont en cours. On l'a prise donc mi-février. Donc on décide de prendre un call sur le dollar yen, donc hausse du dollar, baisse du yen, et puis finalement, eh bien, on a une banque du Japon, hein, qui commence à intervenir sur le marché d'échange. Alors là, elle est en train de le faire assez discrètement, mais le fait est que ça marche, hein, puisqu'on gagne actuellement, eh bien, 13% sur la position donc du dollar yen. Là, vous voyez, on était aux alentours des 122 yens quand même d'un début, fin janvier, un retour aux alentours des 112. Donc là, on se retrouve quand même sur les plus bas niveaux de novembre 2014. Donc on se dit finalement que bien, on peut assister à un petit rebond technique. Et c'est ce qui est en train de se produire là, avec un retour du dollar yen autour des 114 yens. Alors on n'en a pas parlé. Donc ici, vous avez l'évolution du turbo. Donc oui, il y a quelqu'un qui me demande les critères importants à regarder effectivement avant de choisir son turbo. Alors
c'est vrai qu'il vaut mieux plutôt choisir un turbo best et illimité, parce que ça vous permet effectivement de lisser, si vous voulez, à la fois la valeur temps, puis ça simplifie puisque le strike est égal à la barrière désactivante. Donc c'est beaucoup plus simple en termes de lecture. Ça sert à rien de prendre un turbo qui a une échéance. En termes de levier, vous pouvez vous faire plaisir. Nous, on prend souvent des turbos qui ont des leviers, on va dire, de 10, voire même, bon, quand on joue sur des mouvements extrêmement rapides à court terme sur quelques jours, vous pouvez prendre un levier de 15, par exemple. Si vous jouez vraiment une tendance sur plusieurs mois, là, effectivement, on vous conseille plutôt de prendre des leviers un petit peu plus faibles. Alors, vous allez voir, Commerzbank propose quand même un large choix quand même de turbos, avec différents justement effets de levier qui vous permettent eh bien, de faire vos choix. Après, il faut savoir que c'est quand même toujours mieux d'être accompagné. Nous, on accompagne vraiment nos clients, c'est-à-dire qu'on va leur envoyer un mail pour leur dire quel turbo choisir, combien est la barrière, quel est notre objectif, quel est le plan de trading, et puis en cas de confirmation du plan de trading, on enverra un mail ou un texto pour prendre les gains, ou à l'inverse pour couper la position. Alors sur le Forex, alors on dit qu'il y a une forte volatilité finalement. Pas tant que ça. En fait, c'est vrai qu'on parle de pips, donc on va jusqu'à la 3e virgule. Alors finalement, ça reste quand même un marché. Alors tout dépend de l'effet de levier que vous allez choisir, mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que c'est un marché qui est quand même extrêmement liquide. Donc la volatilité finalement, elle est en tout cas moins faible que sur une valeur qui pourrait avoir par exemple 20% en une journée à la suite de publication. Alors la grosse utilité du Forex, c'est bien sûr que vous jouez sur une paire de devises. Donc si vous prenez un call sur l'euro-dollar, vous pariez sur une hausse du dollar, et à l'inverse, une hausse de l'euro, pardon, et une baisse du dollar. Il faut toujours avoir en tête ces deux éléments. Vous êtes sur deux positions, donc c'est mieux d'avoir deux convictions. Donc c'est un marché qui est plutôt destiné aux investisseurs expérimentés, ou tout du moins à des investisseurs qui vont vraiment s'intéresser à l'actualité économique dans son ensemble, et notamment aux politiques monétaires qui sont menées par les banques centrales, puisqu'on le voit, les banques centrales, elles, ont vraiment cette capacité incroyable à agir sur le marché des changes. Donc pourquoi jouer sur le Forex? Donc un marché extrêmement liquide, comme on le disait, des gains qui sont possibles même lorsque les marchés chutent, bien au contraire, et puis surtout un reflet des grandes tendances macroéconomiques. C'est l'un des principaux intérêts du Forex. Finalement, vous pariez sur une évolution sur une zone économique, sur une conviction, sur des banques centrales, l'inflexion ou pas de leur politique monétaire, sur finalement les fondamentaux. Donc on n'est pas vraiment dans la spéculation. C'est pas une question de est-ce que Air Liquide va publier de bons ou de mauvais résultats. C'est des éléments qui sont mis à votre disposition si vous lisez un petit peu la presse économique. Et puis l'autre intérêt de jouer sur le Forex, alors là on n'est plus dans une optique de spéculation, mais plus dans une optique de protection, de se couvrir contre le risque de change. Alors, deux petits exemples très rapides. Par exemple, vous achetez des actions à Wall Street. Donc très bien. Il se trouve que la bourse monte, donc vous avez des positions
qui sont en plus-value, donc vous êtes plutôt satisfait de vous, mais dans l'intervalle, eh bien, je trouve que le dollar, lui, eh bien, il perd 20%. Et là, du coup, eh bien, vos gains, eux, sont réduits à peau de chagrin. C'est plutôt dommage hein, si on est en plus-value de 20% et puis qu'à côté de ça, bah, on a le dollar qui s'effondre hein, quand on reconvertit en euros. Eh bien, vos performances ont disparu. Donc, ça peut être utile eh bien, de se couvrir contre ce risque de change. Si vous avez des actions qui sont libellées en devises étrangères, n'hésitez pas à investir sur ce genre de produits. Et puis dans une optique encore moins boursière, si vous avez par exemple pour projet, bien, je sais pas, d'aller en voyage aux États-Unis ou d'acheter une maison, toujours en Californie par exemple, pour aller profiter du soleil, eh bien, très bien, vous voulez acheter une maison là-bas. Le temps, finalement, que tous les produits se mettent en place, que vous signiez le contrat, eh bien, il peut se passer beaucoup de choses hein, et il peut y avoir des grosses fluctuations sur le dollar. Et c'est pour ça que je vous conseille eh bien, de toujours rester vigilant hein, sur ce genre d'investissement. Idem, hein, si à l'inverse, vous voulez acheter une maison, par exemple, du côté de Copacabana, hein, au Brésil, bah, c'est pareil, c'est assez intéressant vu que la monnaie s'est effondrée, hein, de rester très vigilant sur l'évolution des taux de change. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur ce marché qui est vraiment un marché macroéconomique par excellence. Ça nécessite juste un petit peu de culture économique, de rester au fait de l'actualité, de bien regarder ce que font ou ce que vont annoncer les banques centrales et puis finalement de se faire confiance. Après, sachant que nous, on est là aussi pour vous accompagner dans toutes ces démarches. D'ailleurs, là récemment, on a lancé une autre position sur le dollar australien. Parce qu'on se dit finalement que alors le dollar australien a énormément baissé par rapport au dollar parce qu'elle est considérée un petit peu à tort comme une monnaie qui est très exposée par exemple eh bien, au pétrole et à la Chine. Or l'Australie on en parle assez peu mais s'en sort plutôt bien. Elle a une économie hein, qui n'est pas dépendante à 100% des matières premières mais qui a opéré un modèle un basculement vers l'économie de service. C'est une économie qui est très dynamique en ce moment et qui n'est pas si exposée que ça à la Chine. Donc voilà, on joue en fait le rebond, le rebond de l'Australie, la résistance, la résilience de l'économie australienne. Et pour l'instant, eh bien, écoutez, ça marche plutôt bien puisqu'on a également un gain, une plus-value latente sur cette position. Donc voilà, comme quoi on peut vraiment faire énormément de choses avec le marché des changes. Alors les autres avantages, c'est qu'on n'a pas besoin d'ouvrir un compte chez un broker qui serait spécialisé. Alors il y en a bien sûr si vous avez envie de parier sur des monnaies un petit peu plus exotiques. Après quand on parle des grandes majors, hein, donc le dollar, le yen, l'euro et puis le sterling, si vous restez sur ces quatre devises-là qui sont très très liquides, pas besoin donc d'aller chez un broker spécialisé. C'est assez simple d'utilisation malgré les idées reçues et puis finalement un risque qui reste quand même limité par rapport à l'investissement de départ. Donc ça c'est tout ce qui a trait au turbo. Alors l'inconvénient, vous n'avez pas accès à toutes les paires de devises, encore que les brokers se mettent offrent de plus en plus de choix. Et puis l'autre inconvénient, même si ce n'en est pas vraiment un, c'est le fait que vous jouez sur deux devises. Donc si vous pariez sur une hausse
du dollar-yen, eh bien, vous allez parier sur une baisse de l'euro-dollar. Donc, il faut toujours rester vigilant là-dessus, puisque chaque monnaie eh bien, va évoluer l'une par rapport à l'autre. Voilà, donc on va arriver aux conclusions. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser maintenant. Donc, pour conclure, finalement, donc ce que je vous disais, ça permet de jouer sur les grandes tendances macroéconomiques. Si vous avez une forte conviction sur une zone économique, sur un pays, eh bien vous pouvez jouer via le marché des changes. Donc c'est quand même, ça reste réservé aux investisseurs expérimentés, mais au même titre que les turbos. Et puis on vous conseille également de bien vous faire conseiller, ou tout du moins eh bien, de vous tenir au courant, notamment par toute la presse économique. Mais finalement, ça fait souvent peur. J'ai eu l'occasion parfois d'échanger avec certains de nos clients, et c'est dommage de croire que ce sont des produits eh bien, plus dangereux ou plus risqués, on va dire, que de parier sur une valeur. Voilà, donc pour terminer, eh bien, vous pouvez bien nous suivre, nous retrouver sur Mon Financier, puisqu'on est également un média connecté justement, donc avec la revue de presse de Marc Fiorentino, pour ceux qui ne connaissent pas encore le morning zapping complètement décalé de Marc, qui nous fait sa petite revue de presse tous les matins et qui décrypte justement toutes ces grandes tendances avec forcément beaucoup d'humour. Et puis nous, de notre côté, je vous rappelle donc notre service d'abonnement MF privé avec, eh bien, donc là en ce moment on lance une offre test, donc vous pouvez nous tester gratuitement pendant un mois, et puis après bien choisir bien les profils qui vous conviennent, PEA et ou gestion active. Et puis on a également différentes possibilités. On vient de mettre en place une offre liberté à 12,50 € seulement par mois, ce qui vous permet d'arrêter un petit peu quand vous voulez, mais c'est quand même un service assez sympa, puisque on reste quand même à vos côtés de A à Z dès qu'on lance une position. Et pour terminer, on vous envoie un petit texto, un petit mail pour vous dire de clôturer la position. Voilà, donc pour ce webinaire, j'espère avoir été claire. Manifestement, alors, pouvez-vous nous rappeler le sens des fluctuations jouées avec un call ou un put sur l'euro-dollar? Donc, quand on prend un call sur l'euro-dollar, on prend un call sur l'euro, donc on parie sur une hausse de l'euro, et à l'inverse, un put sur le dollar, donc on parie sur une baisse du dollar, et à l'inverse, un put euro-USD, vous pariez sur une baisse de l'euro et une hausse du dollar. Il faut toujours bien faire attention au sens effectivement que vous jouez. Après, nous, on s'engage à être là pour vous répondre si vous avez la moindre question justement sur ces sujets-là. Il y a beaucoup de littérature existante qui vous permet justement de savoir, de ne pas se planter, parce que c'est vrai qu'il faut faire attention à ne pas s'en mêler les pinceaux quand on est sur le forex, mais c'est vraiment la seule difficulté. Après, ça reste quand même des mouvements, si vous voulez, qui s'inscrivent dans le long terme et qui ne sont pas spéculatifs. L'euro-dollar, il varie de 0,1 0,2% quotidiennement. C'est très rare qu'on ait des variations supérieures à 1%. Alors, là, on en a eu un sur le cas de la Banque Centrale Européenne, qui a gagné, où l'euro s'est effondré de 1%. Et là, si l'euro s'effondre de 1%, tout de suite, vous allez gagner 30% sur votre turbo. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà, vous pouvez retrouver ce webinaire sur notre page YouTube, celle de Commerce Bank et puis celle de Mon Financier. J'étais ravie, en tout cas, de vous présenter
donc nos convictions chez mon financier. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.